Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. C'est le dernier déjà de la semaine. Vous allez le voir aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un journaliste, / présentateur, / supporter de foot. Oui, ça va ensemble, hein, et il s'apprête à célébrer, hélas, un triste anniversaire passé par iTélé. C'est comme ça qu'on appelait CNews à l'époque. Ce touche-à-tout rejoint BFM en 2011, l'a quitté pour un court passage sur France 3 avant de revenir au bercail à l'heure où la France se confinait. Désormais bien installé chaque week-end, celui qui est en passe de devenir le Laurent Delahousse de BFM TV est avec nous et il a plus une corde à son arc. Bonjour Jean-Baptiste Boursier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, c'est un compliment, hein, Laurent. C'est un super compliment. C'est le week-end. C'est capillaire ou il y a tout. Il y a le week-end, il y a la capillarité. Voilà, il y a un petit peu tout ça. On est ravis de vous recevoir. On va parler évidemment de votre actualité, mais avant tout, je voudrais qu'on évoque cette soirée du 24 février prochain, consacrée au 1 an de la guerre en Ukraine. C'était évidemment le 24 février 2022, lorsque les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Vous serez donc à Kiev pour une délocalisation exceptionnelle vendredi prochain. Ma première question est simple, en fait, et une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a peur, Jean-Baptiste Boursier, au moment où on doit partir sur une zone de guerre ? Bah oui, on a de l'appréhension, c'est normal. Et c'est normal et c'est sain. Avoir peur, c'est ce qui protège du danger, c'est ce qui permet d'avoir des réflexes qui sauvent la vie parfois. Après, il faut être objectif aussi. Kiev, aujourd'hui, on attend de voir la déclaration de Vladimir Poutine mardi, on attend de voir ce qui va se passer, mais Kiev, aujourd'hui, est une ville à peu près sûre dans un contexte de guerre. J'entends par là qu'il y a des frappes aériennes, c'est une évidence. Il y a eu des morts dans cette ville, il ne faut pas l'oublier, en raison de ces frappes aériennes. Mais bon, ce n'est pas une ville où il y a des échanges de coups de feu, ce n'est pas une ville qui est assiégée par les tanks. Donc c'est une ville, a priori, où on peut travailler tout en étant prudent, quoi. D'accord. Et on va en parler dans quelques instants. Vous allez nous expliquer notamment les conditions de sécurité, tout ce qui doit être fait. On se doute que c'est assez drastique. On parlera de l'édition spéciale et de toutes vos émissions régulières. Évidemment, ce sera après les news médias avec François Aubel. Salut François. Bonjour. Bienvenue au Buzz, bienvenue dans la grande famille du Buzz. Oui, on est ravis d'accueillir un petit jeune, on aime bien donner la chance comme ça. Ouais. Et on va démarrer ces news médias avec Salto, qui va disparaître de nos écrans. Et oui, générique de fin pour celle qui voulait être le Netflix à la française. Lancée en octobre 2020, la plateforme qui agrégeait les contenus de TF1, M6 et de France Télévisions donc, va fermer. Les états-majors des 3 groupes ont publié hier un communiqué pour la lancer. Salto employait 42 personnes en CDI, 8 en CDD. France Télévisions, M6 et TF1 se sont engagés à faire, je les cite, leurs meilleurs efforts pour offrir de nouvelles opportunités à ses salariés. Alors si la plateforme revendiquait 1 million d'abonnés, elle a souffert de problèmes de gouvernance, d'une stratégie pas toujours lisible, dans un marché surtout écrasé par les géants comme Netflix et Amazon. Bref, Salto se termine en fiasco. Ça a coûté très cher. Oui, ça a coûté cher, effectivement. Jean-Baptiste, j'ai l'impression que la naissance d'un Netflix à la française, c'est quasi impossible. On s'est lancé trop tard, on n'a pas les moyens. Je ne sais pas si c'est une histoire de timing uniquement. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans malheureusement ce qui est en train de se passer, mais c'est compliqué dans un marché qui est ultra saturé. Là, il y a Paramount Plus qui est arrivé en France, qui est désormais disponible. Avant HBO, avant Warner. Exactement. Donc c'est ultra saturé. L'agrégation des programmes de différentes chaînes françaises, moi je trouve que c'était une bonne idée. Est-ce que c'était suffisamment lisible pour les téléspectateurs ? Surtout que c'était service public et groupe privé. Voilà. C'était intéressant ce mélange, mais bon. Malheureusement, ça n'a pas pris. Non. On poursuit François avec un grand retour et une bonne nouvelle, le retour du Monsieur Cinéma de Canal+. Bah oui, après des ennuis de santé assez graves qui l'ont éloigné des plateaux pendant 18 mois, la chaîne cryptée a annoncé cette semaine le retour à l'antenne de Laurent Veil. Alors on ne sait pas encore dans quelle émission il interviendra, mais il est probable qu'on le retrouve sur le tapis rouge des Césars vendredi 24. Dès ce soir ? Non, des Césars vendredi prochain. Oui, c'est ça, des Césars de vendredi prochain. On va continuer et finir avec le chiffre du jour, François. Vous avez choisi le 8. Ben oui, on reste dans les Césars. 8, c'est le nombre d'acteurs qui animeront donc le vendredi 24 février à partir de 20h prise d'antenne, la soirée des Juste Césars. après l'émission Jean-Baptiste, donc vous pouvez regarder les deux, l'Ukraine et enchaîner avec les Césars. Emmanuel DeVos, alors je vais vous faire la liste. Emmanuel DeVos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Leïla Bekti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Silla, n'en jetez plus, auront la lourde tâche de jouer les maîtres de cérémonie, surtout après 2 éditions houleuses de 2020 et de 2021 et une un peu terne l'an passé.
Donc ce choix a été fait par l'Académie des Césars et Canal+, pour tenter de relancer ce qui ne ressemble plus vraiment à une fête du cinéma français. J'ajoute que la présidence des Césars est assurée cette année par Tahar Rahim, et je vous conseille aussi de lire la très bonne enquête dans TV Magazine de Léna Luto sur justement les préparatifs assez compliqué. Oui. Oui, c'est très compliqué de reprendre, de relancer une machine qui est cérémonie, quand même ouais. très, très, très grippée. Alors, je ne vais pas vous demander si vous allez regarder, parce qu'évidemment, vous serez à Kiev ce soir-là, mais est-ce que vous pensez aussi que cette soirée a perdu de sa magie, qu'elle s'est un peu déconnectée du public, en fait, hein, Je suis pour faire très, simple. très content cette année parce que j'aime beaucoup Jamel Debbouze et je suis très pote avec Jérôme Commandeur et donc je suis très content qu'ils soient là tous. Voilà, Jamel en couve Voilà. de TV Mag. Hein. Il y a un savoir-faire, c'est sûr, il y aura une écriture, c'est sûr. Voilà, après ils tentent. Ouais. Et il faut tenter. Après, quant à la déconnexion de l'académie avec le public, est-ce qu'on récompense les bons films? Est-ce que les films qui font des entrées mériteraient c'est pas d'avoir une trop long statuette? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est pas trop Oui, bon? si, sans doute. Il y a beaucoup de questions, tout le monde les pose depuis des années. En tout cas, il y a des maîtres de cérémonie dont les profils sont variés. Et donc Ouais. ça, je trouve ça intéressant. Ça répond à plein de choses. Jérôme, typiquement, je suis peut-être pas objectif, mais c'est une des incarnations du cinéma populaire, de la vraie comédie sûr, en ouais. France. Donc Comme c'est l'était bien Alain qu'il soit là. Chabat aussi, qui a présenté Exactement. Gad Elmaleh, Donc c'est Effectivement, super que pas le Jamel cas revienne. d'Emmanuel DeVos ou de Raphaël Personnaz. Voilà, mais qui parle à un autre public. Ouais. Donc c'est bien qu'ils soient tous ensemble, je Mhm. trouve. On va voir comment la sauce prend, hein, Ouais. avec ces 8 là. C'est fini, François, pour Oui, aujourd'hui. c'est fini pour aujourd'hui. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes avec Jean-Baptiste Boursier. Jean-Baptiste, je l'ai dit, un BFM TV consacrera une journée spéciale à la guerre en Ukraine. Ce sera vendredi prochain, à l'occasion des 1 an de l'invasion de l'armée russe et du début du conflit. Vous serez dans une émission exceptionnelle, hein, c'est 18h-20h, je crois, Ouais. la vôtre délocalisée à Kiev. Dans quel état d'esprit vous êtes avant de partir? C'est la première fois que vous allez en Ukraine depuis le début du conflit? Oui. Et justement, qu'est-ce que vous redoutez? Est-ce que c'est quelque chose d'aller sur une zone de guerre que vous ne faites pas Alors- forcément, même si vous allez sur des stades de foot qui parfois sont un peu chauds? Oui, On puis- est d'accord qu'on est un peu loin de l'Ukraine. hein. Et parfois dans d'autres endroits, mais la première chose, c'est que je ne veux pas confondre ce que je suis, ce que je fais et ce que font d'autres personnes dans notre chaîne. On a payé suffisamment cher pour le savoir. Absolument, On a ouais. perdu un de nos amis Frédéric journalistes, Leclerimoff, Frédéric ouais, Leclerimoff. donc, Donc je ne veux pas tout comparer. Nous allons à Kiev. Nous n'allons pas sur le front de l'Est, sur le front du Sud. Nous allons dans la capitale ukrainienne pour raconter ce qui s'est passé pendant Ouais. 1 an depuis l'invasion russe. Il y a forcément de l'appréhension. Il y a surtout lié à ça beaucoup de préparation. Voilà. Une forme d'incertitude aussi, puisque Vladimir Poutine parle mardi, donc on attend de voir ce qu'il va dire. Il y a des craintes d'offensive massive, etc., etc. Ce jour-là, justement. Voilà, bon, nous on va travailler dans des conditions de sécurité optimales, on prépare ça très sérieusement, on ne prendra rien à la légère évidemment. L'idée c'est pas de nous mettre en danger, l'idée c'est d'informer, Oui. donc on va y aller pour le faire dans ces conditions-là. Vous parlez de Kiev, mais le maire dit, effectivement, on a l'impression que les gens vivent normalement, mais c'est une forme de résistance. Ouais. Et c'est une illusion, cette normalité. Bah, c'est forcément une illusion parce que le pays est en guerre. C'est forcément une illusion parce que les sirènes anti-aériennes sonnent tous les jours. C'est Ouais. forcément une illusion parce que quand vous marchez dans les rues de Kiev, il n'y a pas de bouchons. C'est une capitale européenne, il y a 2 millions d'habitants. Toutes les voitures circulent normalement. C'est forcément une illusion, pardonnez-moi l'anaphore, mais parce que les gens sont à pied tout le temps, partout. Donc en fait, il y a quelque chose d'anormal et de normal en même temps. Et c'est ce qui fait que la situation de cette ville, elle est unique, malheureusement. Et par ailleurs, c'est la première chose que je vais raconter. Parce que les gens entendent parler de Kiev, entendent parler de cette situation, mais n'y sont pas. Moi, je veux montrer ça déjà, que les Ukrainiens, les habitants de Kiev, par exemple, ne descendent plus systématiquement aux abris. Et ça, c'est une forme de résistance. Mhm. Parce que c'est un risque. Quand le missile part, à partir du moment où l'alarme est déclenchée, on n'a pas le temps d'attendre. Donc soit on descend tout de suite, soit on prend un risque. Ça veut dire que eux, consciemment, ils prennent un risque à chaque fois que ça sonne. Comment on prépare, Jean-Baptiste, un direct comme celui-là? Est-ce qu'il y a des, j'imagine, grosse logistique, mais des conditions, des impératifs drastiques de sécurité? J'imagine comment ça va se passer pour l'équipe de BFM, par exemple? La première des conditions, c'est d'être tout le temps attentif, Ouais. tout le temps vigilant. Donc dans l'équipe qui sera là, il y aura tout le temps quelqu'un qui va regarder ce qui se passe autour de nous. Vous êtes briefé avant de partir? On est j'imagine, briefé. ouais. J'étais hier sur une formation qu'on appelle en milieu hostile. Donc on apprend à soigner des blessures graves, on apprend à avoir les bons réflexes dans des Oui, situations au cas où, bien sûr. À faire des crise, garrots. au cas où, voilà, faire des garrots, à soigner des blessures importantes, etc., etc. Voilà, c'est la précaution maximale, sachant que c'est pas le risque a priori que l'on va prendre, mais ça participe de la préparation et ça répond à votre question. On se prépare au mieux, au pire, sachant que le pire n'interviendra pas. En tout cas, évidemment, on le souhaite.
Et est-ce que là-bas, vous avez prévu 2 heures de direct où vous allez faire des décrochages, des reportages, justement d'aller chez les gens, les Ukrainiens? Alors, ce que je veux faire absolument, c'est un peu ce que j'avais fait quand il y a eu la vague de canicule incroyable à Paris, où j'ai été dans les rues de la capitale pendant 2 heures en direct, en déambulation, au contact des gens, etc. La proximité, en fait. Vous voulez faire C'est ce que je vais faire à Kiev. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on va faire au maximum. Et vous avez un fixeur pour ça? On a un fixeur, on a une équipe sur place, on a une équipe qui travaille déjà évidemment là-bas à la préparation, chez nous de façon intense à tout ce qu'on va fabriquer, etc., tout ce qu'on va faire. Mais l'idée, c'est d'être au maximum avec les contingences de sécurité que vous avez évoquées, c'est-à-dire les alertes anti-aériennes. Donc là, il faudra savoir si est-ce qu'on continue d'être en direct ou pas. Si on descend dans un abri, est-ce qu'on peut continuer à émettre ou pas? Est-ce que ça continue de fonctionner? Et on va forcément enregistrer quelques séquences qu'on va diffuser pour des questions de sécurité, des questions techniques où on ne pourra pas tout faire en direct, et aussi parce que certaines personnes à qui on veut parler ne sont pas à Kiev. Donc il va falloir qu'on se déplace un peu pour les enregistrer. Alors, vous en avez parlé, hein, vous l'avez rapidement évoqué, mais le 30 mai 2022, c'était 3 mois après l'invasion, le journaliste, un reporter d'images de BFM TV, votre collègue Frédéric Leclerimoff, à 32 ans, a été tué par un éclat d'obus alors qu'il était dans un camion humanitaire qui évacuait des civils. Il faisait partie de votre maison, Frédéric. Comment ça s'est passé, Jean-Baptiste? Comment vous avez réagi à ces disparitions et comment s'est passé l'après au sein de la rédaction de BFM TV? Est-ce que ça a changé des choses dans votre couverture du conflit, par exemple? Le premier truc, c'est que j'ai un frisson quand vous en parlez. Oui. Parce que je crois Mais que même moi, vous voyez, je ne le connaissais pas, mais c'est vrai. Ouais. Ça nous a tous marqués, parce qu'il était journaliste, parce qu'il est mort en faisant son travail, parce qu'il avait 32 ans. Enfin, bon, toutes les raisons qui sont évidentes et qui sont abominables. Ça n'a pas changé fondamentalement notre manière de travailler, parce que les conditions de sécurité mises en place par la direction et toute la chaîne avant ce tragique événement sont les mêmes. Elles étaient bonnes. Ils ne sont pas partis la fleur au fusil en faisant n'importe quoi. Frédéric, c'était un journaliste extrêmement responsable, très très bon. Et quand je dis ça, poser la question à n'importe lequel des journalistes partis avec lui sur le terrain, ils vous le rediront. Ils étaient avec une fixeuse qui est extrêmement forte, donc ils ont respecté les consignes de sécurité. Donc, on dans une opération humanitaire avec des civils en plus, donc c'est effectivement... Quand la Russie bombarde un convoi humanitaire, voilà, on peut prendre toutes les mesures de sécurité qu'on l'en souhaite. Ce travail implique ce type de risque. Malheureusement, ça c'est le drame absolu. Les conditions de sécurité étaient respectées, elles le sont de la même manière ensuite. C'est juste que on pense à lui, quoi. On pense à lui tout le temps. Est-ce que ça vous a amené à être plus vigilant, à justement redoubler d'efforts par rapport à la sécurité? Non. Non, pas plus, parce qu'encore une fois, c'était fait dans les conditions optimales. C'est juste que voilà, ça reste dans un coin de notre tête, quoi. Comme toutes les rédactions qui ont été endeuillées Bien sûr. dans ce type de circonstances. Alors ça, c'est pour l'exceptionnel. Pour ce qui est du quotidien, ou plutôt même du week-end, vos rendez-vous récurrents, vous êtes un peu devenu l'homme des week-ends de BFM TV, Jean-Baptiste, un destin un peu à la Claire Chazal, à Laurent Delahousse, en quelque sorte. Juste une question, mais c'est tout bête, mais qu'est-ce que ça change de travailler le week-end? Comment on fait, comment on s'organise en famille? C'est très différent. Vous travaillez du vendredi soir, en gros, au dimanche soir, on va parler de vos émissions. Ouais. Ça demande quel type d'organisation? Ça change beaucoup de choses? En fait, moi, pendant 10 ans, j'étais l'homme du soir. Ouais. Donc, en gros, j'arrivais à la rédaction à midi 13h, et j'en partais à 1h du matin. Après vous aviez quand même vos week-ends, vous bossiez en semaine, comme la plupart. Mais en fait, du lundi au jeudi soir à 1h, je faisais que ça tout le temps, parce que je sortais du boulot, je rentrais, je dormais, je me levais, je partais travailler, quoi. Bon, voilà. Là, le week-end, c'est pas tellement différent. Moi, j'aime bien finalement parce qu'il y a un rythme différent. C'est un peu plus calme. Dans la rédaction, il y a moins de monde par définition, etc. Pour l'instant, dans ma vie perso, merci pour la question, tout se passe bien. Bon, très bien. Tout se passe bien. Et franchement, c'est un rythme de boulot. Mais il y a des gens mes collègues de la matinale, ils se lèvent à 1h du mat. C'est vrai. Il y a des gens qui nous regardent et qui vont à l'usine. Il y en a d'autres qui livrent des trucs. Il y en a d'autres qui portent des poids. Enfin bon. Je pourrais m'apesantir là-dessus, c'est un taf comme un autre. Vous êtes aussi sur la tranche 13-14 le samedi avec à l'épreuve des faits. Merci de parler de cette émission. Ouais, une émission de fact-checking, de vérification des informations. Avec Céline Pitlet. Hein. Ouais. Comment on la fabrique et surtout, comment on se différencie quand on essaye de se faire un pas de côté par rapport à la concurrence? Qu'est-ce que c'est vous vrai qu'il y en a amenez... partout maintenant. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous amenez de plus? Je ne sais pas ce qu'on apporte de plus. Pour tout vous dire, je ne sais pas tellement ce que fait la concurrence. Je sais que ça existe. Non, mais en fait, je ne suis pas obnubilé par ça. Quand ça existe sur France Info, ça existe. Non, mais ça existe, je sais. France 2, TF1. Ça existe dans la presse écrite, ça existe. Voilà. Mais tant mieux. En fait, c'est du journalisme. C'est du journalisme. Ouais, ça redore le blason du journalisme. Presque, on devrait tous faire que ça, en vérité, quand on y songe. Donc, c'est très bien que ça existe. Et plus il y en a, plus je suis content, c'est formidable. Quand je suis revenu, Marc-Olivier Fogiel m'a demandé de réfléchir à une émission de ce type. J'ai écrit cette émission, Céline Pitlet l'a embrassée d'une façon... je ne pouvais pas rêver mieux. Elle incarne ça magnifiquement, elle fait un travail
incroyable. Elle lit les rapports que personne ne lit. Elle passe des coups de fil aux gens que personne n'appelle. Elle fait son métier. Elle fait son taf. Et elle fait notre taf, en fait. Et donc, je trouve ça génial. On a des retours de téléspectateurs, c'est ça qui me touche le plus, qui sont vraiment excellents. On a des audiences qui sont bonnes, ça fonctionne, ce qui est un signe aussi que les gens nous font confiance. Et on a le temps, on prend le temps, on va dans le fond des sujets, et c'est génial. J'adore cette émission. Alors, il y a interview politique aussi, hein. Ah bah oui. De 12h, 13h, BFM Politique, un grand dimanche. classique. Est-ce que vous direz, Jean-Baptiste, que si un journaliste politique, un journaliste arrive à 50 ans sans avoir son émission, son interview politique, il a raté sa vie? C'était pas une Rolex? Non, c'est une interview politique. C'est un peu un graal pour un journaliste, on va dire. Interview politique, surtout du dimanche, c'est un grand classique. Ouais, alors j'ai eu une chance, c'est en fait, de présenter déjà cette émission il y a 7 ans. Ouais. Et de revenir, et que Marc-Olivier Fogel me l'a confié à nouveau. C'est un rendez-vous génial. Qu'on a un peu modifié cette année, on a changé le décor, on a placé le public différemment, c'est un peu plus chaleureux. Je suis hyper heureux d'avoir accueilli Benjamin Duhamel dans cette émission. On a des consoeurs du Parisien qui participent, qui sont super. Je ne sais pas si c'est un Graal. C'est un plaisir. Ouais. Et c'est un plaisir pourquoi? Parce que ça me permet d'interroger vraiment les hommes, les femmes politiques. Je ne sais pas si j'ai une signature, mais en tout cas, j'essaie de poser les questions que se posent les gens. Donc je cours un peu moins après la petite phrase. Je cours un peu moins après Cherchez on pas l'appelle le nous, mais la buzz, popole. polémique. Ouais. Pourquoi vous trouvez qu'aujourd'hui c'est ça? Quand on fait des politiques, on attend. Mais comment s'appelle on va chercher la petite phrase. votre émission? Le Buzz TV. Mais Absolument. Ouais. Donc c'est pas du tout une critique, c'est que ça participe de notre époque. Ouais. C'est comme ça. Donc on en fait aussi. Hein. Je suis pas non plus exempt de ce truc-là. Je me passe pas du tout au-dessus de la mêlée. J'essaie de le faire à ma façon. Ma façon, c'est juste de répéter 12 fois ma question tant que j'ai pas la réponse et de poser des questions peut-être qui paraissent assez simples à certains de mes consoeurs ou de mes confrères, mais je pense que les gens se posent parfois des questions assez simples. Ouais. François, à vous la prononciation impossible de l'émission. Allez-y. Alors, on en parle. C'est BFM TVSD. Ouais, très bien. De 18h à 20h les vendredis, samedis et dimanches. Ouais. Alors, Kezako. Eh ben, c'est BFM TV, SD, vendredi, samedi, dimanche. Au Scrabble, on est mort avec ça. Ouais, ça peut, Il n'y a pas de voyelles. le c'est un V, c'est cauchemar. 4 points. Marc. Ça peut aider à liquider les consonnes. S'il n'y a pas de voyelles, c'est Ouais, l'horreur. c'est vrai. C'est une émission d'actu. Alors, vendredi, samedi, c'est vraiment de l'actu, du décryptage avec des invités en plateau. Typiquement, ce soir, on attend là, le possible déferment de Pierre Palmade après la fin de sa garde à vue, etc. Donc, on va s'y intéresser ce soir. On fera un point sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc, c'est vraiment de l'actualité décryptée avec des acteurs, des experts, etc. Et le dimanche, à partir de 18h, j'ai une bande avec moi que j'adore, parce qu'ils sont hyper talentueux, ils ont du caractère. Donc il y a Roselyne Bachelot, Olivier Babot, Jean-Sébastien Ferjour, Flora Guébali et Jean-Claude Mailly. Et en fait, je profite, et du coup, par voie de conséquence, je fais profiter aux téléspectateurs de l'expérience et du talent de ces Et de gens-là. leur expertise, ouais. Bah ouais, c'est génial. Avoir Jean-Claude Mailly qui échange avec Roselyne Bachelot sur la réforme des retraites. Oui. Vous avez des gens qui s'y connaissent un tout petit peu, et ce qu'ils ont à dire, c'est vraiment significatif. Donc c'est super. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de Pierre Palmade, entre deux choses de Pierre Palmade. Ouais. On parle beaucoup évidemment de l'Ukraine, de la réforme des retraites, des grèves et des manifestations, mais depuis le début de l'affaire Palmade, BFM TV est en boucle. C'est absolument incroyable. On voit ce début depuis le début de la semaine, des heures d'antenne, à parfois attendre la déclaration d'un avocat, d'un policier, d'un juge. Est-ce que on n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce que ça vaut du breaking news à ce point, cette affaire-là? Alors, Par rapport à tout ce qui se passe, hein, Jean-Baptiste, je ne vais pas vous demander de critiquer votre chaîne, évidemment. Non, mais je vais vous répondre c'est honnêtement. l'éditorial de la chaîne. Il y a 2 éléments, c'est que c'est pas en boucle. Il y a beaucoup, il y a des journées. Non, il y en a- mardi, non, mais mercredi, c'était C'est quasiment significatif et c'est très important de le préciser. En boucle, ça voudrait dire qu'il n'y a que ça 24 sur 24 et qu'on tourne la même information. Ce n'est pas le cas. Non, L'information bien sûr est que non. Il y a évolutive, d'autres donc on la suit. Il y a une place très importante qui est accordée à l'antenne, c'est sûr. Et deuxièmement, différence fondamentale entre vous, moi sans doute, et les téléspectateurs, ils ne regardent pas BFM TV, ça ne tourne pas dans la rédaction en permanence chez les gens. Les gens, ils sortent du boulot, ils allument, ils regardent, ils vont faire à manger, ils sortent, ils s'en occupent, etc. Ils reviennent. Après, c'est une des actualités phares du moment, comme LCI traite énormément de l'Ukraine, comme CNews va traiter d'autres sujets. Donc il y a une place c'est un importante parti accordée pris, à vous ça. dites. Mais pour rebondir sur la question de Nicolas, c'est vrai qu'il y a eu une grosse actualité fait divers avec la découverte du corps dans les buttes de Chaumont. Mais c'est passé quasiment sous les radars. Ça a été traité, mais pas de la même manière. Mais c'est sûr. sous les radars, on a l'impression que cette affaire Palmade est presque le fait divers parfait. On parle de... Je ne sais pas si c'est le fait divers parfait, parce qu'un fait divers, c'est dramatique, donc ça ne peut pas être parfait. Non, mais parfait, pardon, mais c'est vrai. c'est un fait divers qui, Implique une célébrité. Voilà. oui, puis qui dit des choses du monde dans lequel on vit. Une dérive comportementale, une addiction, la consommation de drogue,
une forme d'égoïsme, une famille qui est endeuillée. Et tous les sujets que j'évoque là, si vous les prenez, vous faites la liste, elle n'est pas exhaustive, il y a forcément 1 ou 2 ou 3 sujets qui concernent toutes les familles. Bien sûr. Donc, il y a un écho qui est fondamental chez les gens, premièrement. Et deuxièmement, Pierre Palmade, ces dernières années, était un peu moins exposé. Mais vous le savez aussi bien que moi. Il a été une des, si ce n'est la star pendant les années 80-90. Bien sûr, oui. C'était une personnalité de tout premier plan. Donc, ça participe de ça. BFM TV, on en parle, est toujours large leader, évidemment, des chaînes d'info. C'est 2,7% de PDA en janvier. C'est en très légère baisse sur un an. CNews, c'est 2,2% en légère hausse. Et il y a LCI avec 2% qui sont plus très loin. Laquelle vous redoutez le plus? Vous avez encore un peu de marge, mais est-ce que c'est CNews et sa ligne éditoriale si particulière ou LCI et son incroyable remontada, quasiment 1% de gagné en un an? Est-ce que c'est prétentieux de dire je ne crains personne? Non, vous pouvez le dire, Jean-Baptiste. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a des programmes de qualité, je suis content pour tout le monde. Si la concurrence est redoutable, tant mieux, ça nous force à être meilleurs. Et je ne veux pas revenir trop loin en arrière, mais il y a 15 ans, j'ai commencé ce métier, j'étais sur iTélé, vous l'avez mentionné, oui. À l'époque, et je vous jure que c'est vrai, personne ne pensait que les chaînes d'information en cumulé, feraient plus de 2 points de part d'audience. Oui. Aujourd'hui, vous avez vu les chiffres que vous avez donnés. Les 3 sont au-dessus des 2, effectivement. Non, mais les 3 sont au-dessus des 2. On est parfois proche de 8 ou 9 selon les périodes d'actualité. Donc, ça veut dire que les Français ont soif d'actualité, ont envie d'apprendre des choses, ont envie de s'informer. Je trouve que c'est juste une excellente nouvelle. Ouais, vous êtes en train de nous dire finalement que ça vous arrange que LCI, cette année, ait fait quasiment que de l'Ukraine et choisi, j'allais dire, son créneau, que CNews choisisse aussi son créneau. Finalement, ça vous laisse la voie libre. Non, je dis pas que ça m'arrange. Je dis que c'est bien qu'ils fassent ce qu'ils font et tant mieux s'ils le font bien. Voilà, moi je pense juste aux gens qui regardent ça. Si vous êtes passionné par cette guerre en Ukraine, elle vous inquiète, vous avez besoin d'avoir des informations, vous savez que là-bas, vous l'aurez sans doute 24 sur 24. Si vous voulez une information très éditorialisée, avec des points de vue très précis, avec une ligne très précise, vous savez que CNews, vous trouverez ce que vous voulez. Si vous voulez un peu plus d'actualité, s'il y a un événement, vous savez que c'est chez nous. Et chacun existe, et tant mieux. Alors justement, Marc-Olivier Fogiel, notamment à la période où CNews vous titillait le plus l'an dernier, ils ont effectivement un petit peu perdu, notamment avec le départ d'Éric Zemmour. Marc-Olivier Fogiel a dit partout, notamment ici au Buzz TV, que ce n'était pas une chaîne d'info à ses yeux, c'était une chaîne éditoriale. Ce n'est pas l'info, vous êtes d'accord avec votre grand patron? Oui, enfin, c'est plutôt une chaîne d'opinion. Oui, chaîne d'opinion. Il n'y a pas de... si vous regardez quand il y a un événement majeur, il y a un breaking news, les gens viennent sur BFM TV immédiatement. C'est le signe que l'information, l'événement, il est chez nous. Donc vous ne faites pas le même métier que CNews, c'est ça que vous êtes en train de dire? En fait, ça veut dire quoi, cette question? Est-ce que moi, présentateur, je fais le même travail que les présentateurs de CNews? Ils sont en plateau, ils font des interviews, voilà. Après, ils le font avec une ligne, ils ne le font pas sur tous les sujets, ils le font avec un angle particulier. Donc, ils posent des questions à des gens, on fait le même métier. Moi, je fais toute l'actualité, eux un peu moins. Il y a une autre affaire qui fait du bruit, vous le savez, à BFM TV en ce moment, c'est l'affaire qui concerne Rachid Embarki, qui a été suspendu pour avoir diffusé des sujets sur des oligarques russes fournis par une officine israélienne spécialisée dans la désinformation. Comment avez-vous réagi, vous, quand vous avez découvert ça? Ça ne m'a pas fait plaisir. Non. Il s'est fait piéger? Ça, l'enquête le dira, elle est en cours, il y a une enquête interne qui est menée. Marc-Olivier Fogiel a dit que BFM s'était fait piéger et que Rachid Embarki avait court-circuité la chaîne hiérarchique. La chaîne, votre question, c'est une autre question. Votre question, c'est est-ce que lui s'est fait piéger? L'enquête va le dire. Nous, l'enquête le précisera aussi. Je pense que oui. Je pense clairement que oui. Et moi, je ne vais pas commenter l'enquête qui est en cours. Ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que ça me rend triste. Parce que BFM TV a créé quelque chose. Je voudrais prendre une minute pour raconter ça parce que je crois que c'est important. BFM TV a créé un rendez-vous qui s'appelle BFM TV et vous. Et en fait, on va partout en France, une fois par mois, rencontrer les téléspectateurs. Donc il y a des journalistes de la chaîne. Et donc il se trouve qu'il y a un mois, j'étais à Bordeaux pour passer 2h30 à répondre aux questions des gens. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement à notre chaîne. Et il y a toujours des questions sur l'indépendance des journalistes, sur les collusions possibles avec le pouvoir, avec les politiques. Et ces questions, je les ai eues aussi. Et depuis les Gilets jaunes, on sait que les journalistes ne sont pas dans le cœur des Mais ce type d'affaires nous fait du mal. Et moi, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça qui m'ennuie, c'est juste ça qui me rend triste. Voilà. C'est de ce point de vue-là que ça m'agace. Ouais. Cette défiance des gens, c'est quelque chose qui vous fait peur, notamment quand quelque chose comme ça arrive, Jean-Baptiste, ou pas?
On sait qu'aujourd'hui, avec les politiques, les journalistes sont quasiment l'une des professions les moins aimées des Français. Hein, moi, depuis ma réponse, c'est que chaque jour où je vais bosser, je suis rentré d'Allemagne hier pour le foot, j'ai préparé mon émission ce week-end, je serai à l'antenne ce soir, samedi, dimanche, lundi, je pars en Ukraine, je bosse au max pour être, gommer ces travers possibles ou ces doutes chez les gens, quoi. Alors, on est un petit peu tard, on va même pas avoir le temps de faire notre truc, mais je voulais quand même pas passer à côté de votre amour du foot. En particulier, puisque depuis 2018, vous êtes aux commandes de la Champions Zone, les soirs de matchs de Ligue des Champions. J'imagine que c'était un rêve pour vous de présenter ce genre de match, ce genre de rencontre. On voit les images ici. Hein. Voilà, magnifique, quoi. Ça me permet de saluer Johan Jourou, qui est notre consultant, qui est international suisse, qui a joué à Arsenal, qui est un garçon incroyable. C'est lui qui fait 2m50 ou c'est vous qui êtes petit, Mathis? Moi, je fais 1m98, donc il fait vraiment 2m20, on est d'accord. Alors, les vrais chiffres, stop à la désinformation, je fais 1m80. Non, Joe, il fait 1m94. Ouais, Et vous avez vu l'image, on est sur la pelouse. On est sur la pelouse. Et en fait, là aussi, c'est génial parce que les gens me parlent tout le temps. Canal a les droits aussi. Hein. Donc, les gens me disent tout le temps, essayez de trouver la petite bête, alors Canal et tout. Moi, ce que je dis juste, c'est Canal, ils font du plateau et c'est très beau. Et nous, on est sur le terrain, on montre tout aux gens. On est au stade pour les gens. Le générique démarre, le PSG, vous y croyez à la qualif encore ou pas? Il faut. On y croit. Merci en tout cas d'avoir été notre invité, Jean-Baptiste. Vous restez. C'est terminé, pardon. Hein. On vous rappelle évidemment BFM TV vendredi au dimanche, l'épreuve des faits c'est le samedi, BFM Politique à 12h, la Champions Zone sur RMC Sport. Et votre journée spéciale en Ukraine, hein, on n'oublie pas, c'est vendredi prochain, le 24 février. Merci beaucoup. François, nous on sera de retour dès lundi avec un nouvel invité. Oui, vous l'avez découvert dans Koh-Lanta avant qu'il écume presque toutes les émissions de télé. Toutes, ouais. Presque toutes. Aujourd'hui, il anime désormais les apprentis aventuriers sur W9. Il s'agit de Laurent Mestré. Ce sera dès lundi. On vous souhaite en attendant un excellent week-end. Merci encore de votre fidélité.